Le 5 mai 1956, à 15 heures, stade de Wembley, près de 100 000 spectateurs se lèvent simultanément. Des cris et des exclamations assourdissants menacent de faire sauter toute la voûte du stade. Devant le but de Manchester City, Bert Trautmann, 32 ans, est cloué sur sa ligne de but. Personne n'aurait pu imaginer que cet homme qui garde les cages était autrefois un parachutiste allemand, décoré de la croix de fer sur sa poitrine. À l'instant présent, ses vertèbres cervicales et sa pommette sont gravement blessées par une collision. Chaque rotation de la tête lui arrache une douleur déchirante. Cette finale de la Coupe d'Angleterre est l'une des confrontations au sommet les plus anciennes et prestigieuses du football anglais, sans doute aussi la plus cruelle et la plus légendaire de toute la carrière de Bert. Après un choc fatal en seconde mi-temps, deux de ses vertèbres se sont luxées, sa pommette est fendillée. Il a du mal à tourner la tête librement, et même respirer normalement lui impose une douleur lancinante et sourde. À cette époque, le football anglais n'avait pas encore instauré la règle des remplacements. Si un joueur quittait le terrain pour se soigner, son équipe devait jouer à 10, perdant très largement l'avantage sur le match. Bert ne recule pas d'un pas. Il masse doucement son cou déformé, redresse lentement le dos, s'appuie sur ses genoux et fixe du regard les attaquants qui se ruent vers lui. Pendant les 20 minutes restantes du match, porté par son instinct et une volonté hors du commun, il réalise 3 arrêts extrêmes, repoussant tous les tirs rapprochés des adversaires et conservant solidement l'avance de son équipe. Au coup de sifflet final, une clameur immense submerge le stade. Toute l'énergie de Bert s'épuise d'un coup. Il s'effondre sur la pelouse, incapable de se relever. Peu de gens pouvaient concevoir que cet homme qui venait de livrer son match de légende était, 10 ans plus tôt, un prisonnier de guerre britannique, croisé par des regards méprisants partout où il allait. Encore moins aurait-il deviné que ce soldat allemand, porteur des séquelles de la guerre, un temps rejeté par tout le peuple anglais, deviendrait par la suite un gardien de but légendaire connu de toute l'Angleterre. Il est probablement l'unique personne de l'histoire à avoir reçu à la fois la croix de fer allemande et l'ordre de l'Empire britannique. Ce n'est pas une fiction sportive construite pour le plaisir du récit, mais la vie tumultueuse et portée sur la rédemption de Bert Trautmann. Suivons pas à pas son parcours pour comprendre comment cet homme prisonnier des haines de guerre et des préjugés raciaux a accompli une ascension stupéfiante entrée dans les annales du sport. Retour en 1945. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, l'Europe est ravagée. Le sol britannique comptait de nombreux camps de prisonniers allemands, où des milliers de soldats capturés étaient détenus en attendant leur rapatriement. Bert, 22 ans, faisait partie d'eux. Allemand d'origine, Bert avait été mobilisé dans les parachutistes pendant la guerre. Sa bravoure au combat et son dévouement sans faille dans les missions lui avaient valu la croix de fer. À la fin du conflit, les massacres et les atrocités incessants l'ont épuisé moralement. Il a donc abandonné volontairement le front et est tombé aux mains des Britanniques en 1944, devenant prisonnier de guerre. Beaucoup de détenus du même camp passaient leur journée dans la colère, la violence ou une apathie abrutissante. Bert, quant à lui, a trouvé dans ce lieu clos et oppressant un refuge spirituel unique, le football. Sans terrain réglementaire, les prisonniers ont eux-mêmes aplani une parcelle boueuse pour créer un terrain rudimentaire. Faute de gants de gardien professionnels, Bert attrapait tous les tirs à main nue. Tous portaient des uniformes de prisonniers délavés et usés en guise de maillot. L'entraînement de parachutiste lui avait offert une réactivité, une détente et une stabilité mentale hors du commun, bien supérieure à ceux des civils. Les réflexes d'urgence, la coordination corporelle et la résistance au stress forgé sur les champs de bataille le distinguaient des joueurs ordinaires. Au fil du temps, lors des matchs organisés dans le camp, les adversaires parvenaient rarement à marquer contre lui. Tirs puissants de près, centres lointains en hauteur, frappes enroulées aux angles serrés, il repoussait tout avec précision. À l'automne 1945, l'entraîneur d'un petit club de 2e division anglais, au bord de la relégation, est venu visiter le camp par hasard pour assister à un match organisé par les prisonniers. En seulement 10 minutes, les performances de Bert dans les cages l'ont profondément marqué. Cet entraîneur avec plus de 20 ans d'expérience
avait vu des joueurs talentueux de tous les horizons, mais rarement un gardien doté d'une anticipation aussi fine, d'un positionnement parfait et d'arrêt net et décisif. Même sur ce terrain boueux et sans équipement, la maîtrise de Berthe sur le jeu surpassait celle de tous les autres joueurs sur le terrain. L'entraîneur a immédiatement compris. Ce prisonnier allemand était un talent de haut niveau, capable de renverser la mauvaise passe de son club. La fille adolescente de l'entraîneur, présente pour suivre le match, pleine de défis, a sorti un cigare comme enjeu et a déclaré vouloir entrer sur le terrain pour marquer contre Berre. Dans son esprit, tous les soldats allemands étaient des machines de guerre froide, incapables d'un talent sportif pur. Alors qu'elle allait pénétrer sur la pelouse pour son duel, un officier britannique du camp est intervenu pour l'arrêter. Ce match un contre un plein de dramaturgie n'a jamais eu lieu, mais une idée folle, susceptible de ruiner sa carrière, a germé dans l'esprit de l'entraîneur. À cette époque, le club de deuxième division était au fond du classement, au bord de la relégation. Le moral de l'équipe était au plus bas, l'effectif incomplet, sans victoire depuis plusieurs matchs. Le club risquait la dissolution, ses finances étant au plus mal et plusieurs joueurs étant partis. Dans cette situation désespérée, l'entraîneur n'avait plus rien à perdre. Il savait que les recrutements classiques et les ajustements tactiques ne suffiraient pas à sauver le club. Il fallait tenter une opportunité exceptionnelle. Grâce à ses relations, il a offert des cigares précieux aux officiers du camp pour obtenir une autorisation sans précédent. Emprunter temporairement Berre, le prisonnier, pour disputer un match décisif contre la relégation. À l'époque, cette démarche comportait un risque de violation des règles. La guerre venait à peine de se terminer, l'antagonisme anti-allemand était violent en Angleterre, et les prisonniers allemands étaient strictement interdits de participer aux compétitions professionnelles ou semi-professionnelles nationales. Si l'affaire était révélée, l'entraîneur, le club et les officiers du camp écoperaient de sanctions sévères. Pour masquer le statut de prisonnier de Berre, l'équipe a élaboré un plan de camouflage minutieux avant le match. Ses coéquipiers ont enroulé de multiples bandages autour de son cou et de sa mâchoire, prétextant que le nouveau joueur avait une blessure à la gorge et ne pouvait pas parler, afin d'éviter que son identité ne soit découverte. Pendant l'échauffement et les discussions dans le vestiaire, il est resté silencieux, tous ses coéquipiers jouant le jeu pour cacher son origine. Aucun étranger ne soupçonnait quoi que ce soit pendant la préparation, mais un imprévu a tout dévoilé. Pendant la dernière mise au point tactique avant le match, un coéquipier a fait tomber du matériel, faisant un bruit violent. Par réflexe, Berthe a lancé un avertissement en allemand. Cette seule phrase dans sa langue maternelle a détruit tout le camouflage. Le vestiaire s'est figé sur le champ, tous réalisant que ce gardien mystérieux venu renforcer l'équipe était un prisonnier allemand. Les tensions longtemps contenues ont explosé sur le champ. Les blessures de la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas cicatrisées. De nombreuses familles anglaises avaient perdu des proches dans le conflit, et la plupart des joueurs de l'équipe avaient vécu la guerre, nourrissant une profonde répulsion et de la haine envers les Allemands. Toute l'équipe a protesté, refusant de jouer aux côtés d'un prisonnier nazi, déclarant qu'il préférait abandonner le match et être relégué plutôt que d'utiliser ce soldat allemand. L'atmosphère du vestiaire était glaciale. Le conflit était là, sous les yeux de tous. D'un côté, la douleur nationale gravée dans les cœurs, de l'autre, la survie du club et le métier de tous les joueurs. Pendant la dispute, l'entraîneur a exposé le pire des scénarios. Il a expliqué à tous que l'équipe n'avait plus de marge de manœuvre. Si elle abandonnait ou perdait ce match, le club serait dissous sur le champ. Tous les joueurs perdraient leur travail, et des années de dévouement au football seraient réduites à néant. Sous la menace de la disparition du club, les joueurs ont fini par céder à contre-cœur, acceptant la présence de Berre sur le terrain avec répulsion, méfiance et ressentiment. Ce match de survie contre la relégation à l'automne 1945 a constitué les débuts officiels de Bert Trotman en football, un épisode unique dans l'histoire du football anglais. Pendant tout le match, Bert est resté taciturne, sans échange superflu, répondant à tous les doutes par ses performances dans les cages. La concentration extrême forgée sur le champ de bataille l'a rendu insensible aux huées du public et aux tensions au sein de l'équipe.
Les adversaires ont multiplié les attaques intensives tout au long du match. Tirs rapprochés, centre de l'aile pour des têtes, pénétration dans l'axe pour des frappes croisées, toutes les tactiques offensives ont été utilisées. Berth était stable sur sa ligne, doté d'une anticipation parfaite et d'une réactivité fulgurante. Il a repoussé toutes les menaces par des arrêts en hauteur, des plongeons latéraux, sans presque aucune erreur, gardant sa cage inviolée et livrant une première apparition remarquable. Ce qui a encore plus marqué les observateurs était son talent unique pour les relances à la main. Pendant ses années de parachutiste, il avait beaucoup entraîné le lancer de grenades, développant une force de bras, une technique de propulsion et une maîtrise des trajectoires bien supérieures à celles des joueurs ordinaires. Sur le terrain, ses relances à la main parcouraient une distance bien plus longue que celle des gardiens classiques, puissante et précise, parvenant souvent à franchir toute la défense adverse pour arriver directement au pied de ses attaquants et lancer des contres rapides. Au cours de ce match, Berth a offert plusieurs passes décisives par relance à la main, créant de nombreuses occasions de but pour son équipe, lui permettant de maîtriser le rythme du jeu et de remporter ce match vital pour sa survie. Cette victoire arrachée a offert une nouvelle chance au club au bord de la disparition, stabilisant temporairement sa situation contre la relégation. Après le match, Berth a formulé une seule demande à l'entraîneur. S'il voulait qu'il continue à jouer pour l'équipe, il devait l'aider à sortir du camp de prisonnier et à obtenir sa liberté. À partir de ce moment, la vie de Berth a temporairement échappé aux ténèbres de la guerre, empruntant le chemin de la rédemption tracé par le football. L'histoire entre dans son premier acte, marqué par les tensions et les oppositions. Une guérison mutuelle dans l'entre-deux des haines. Après avoir quitté le camp, Berth n'avait pas de logement fixe ni de titre de séjour légal et avait du mal à être accepté par les habitants locaux. Pour obtenir une liberté temporaire, il a logé chez l'entraîneur et travaillé dans l'épicerie que ce dernier tenait, compensant son droit de séjour par le travail manuel. Ce paisible village anglais n'avait pas encore surmonté les séquelles de la guerre, chaque famille portant des cicatrices du conflit. Son statut de prisonnier allemand lui valait d'être considéré par beaucoup comme porteur d'une faute impardonnable. Chez l'entraîneur, personne ne l'acceptait sincèrement. Sa famille le tenait à l'écart. Les voisins, en passant devant l'épicerie, chuchotaient sur lui et le regardaient de travers. Chaque jour de Berth était baigné d'hostilité et de préjugés sans fin. Marie, la fille aînée de l'entraîneur, était celle qui le rejetait le plus vivement. Depuis son enfance, la propagande de guerre et les discours de son entourage lui avaient instillé une idée arrêtée. Tous les Allemands étaient des envahisseurs cruels, tous les soldats allemands des bourreaux. Marie l'évitait systématiquement, se méfiait de lui, ne lui parlait jamais spontanément, interrompait même ses échanges calmes avec sa petite sœur pour éviter tout moment seul à seul avec lui. Ses amis lui répétaient sans cesse des préjugés anti-allemands, amplifiant sa haine et creusant le fossé entre eux. Berth était conscient de son passé de guerre et ne se défendait jamais, acceptant en silence toute indifférence et tout rejet. Le jour, il assumait les travaux les plus lourds de l'épicerie. La nuit, quand tout le monde se reposait, il se rendait seul sur le terrain rudimentaire pour s'entraîner davantage. Sans coéquipier, sans entraîneur spécialisé, sans applaudissements du public, il n'avait pour compagnie que la nuit, la pelouse et un but vide. Jour après jour, il peaufinait ses gestes d'arrêt, ajustait les trajectoires de ses relances à la main, affûtait son anticipation du jeu. Par une autodiscipline extrême, il évacuait la dépression et la culpabilité accumulées en lui. Match après match, il gagnait des victoires pour remercier l'entraîneur de l'avoir accueilli au risque de sa carrière et faire progresser l'équipe. Mais il ne parvenait pas à effacer les préjugés autour de lui, à obtenir une once d'acceptation sincère. Cette confrontation froide a été brisée par un événement sans grande importance. Un jour, un oiseau était entré par erreur dans l'épicerie, volant affolé dans tous les sens. Marie avait essayé à plusieurs reprises de l'attraper, sans succès, désemparée. Berth, qui travaillait silencieusement dans un coin, a posé son outil et s'est approché lentement. Ses gestes étaient doux et mesurés. Il avait anticipé la trajectoire de l'oiseau avec précision, l'a pris délicatement dans ses mains et l'a relâché par la fenêtre. Pas une once de violence dans ses mouvements,
seulement une gentillesse et une bienveillance parfaite. En voyant le visage calme et doux de Berthe, le mur de haine construit dans le cœur de Marie s'est fissuré pour la première fois. Elle a réalisé que ce soldat allemand n'était pas aussi cruel qu'elle se l'imaginait. Ce qui a véritablement bouleversé son cœur est survenu après une séance de visionnage de films pour les prisonniers. Les Britanniques organisaient régulièrement des projections de documentaires pour les détenus, montrant les atrocités des persécutions allemandes sur les civils et les massacres des Juifs. Les images de drames humains sur l'écran ont frappé Berthe de plein fouet. S'il n'avait pas participé au massacre, il était allemand, avait vu la cruauté de la guerre de ses propres yeux et assisté à la souffrance de nombreux innocents. Une culpabilité écrasante l'a submergé sur le champ. Les séquelles de la guerre, le remords irréparable, le fardeau de son statut de soldat allemand l'ont fait craquer complètement. Il est tombé dans une détresse profonde. À la fin de la projection, tout le monde est parti. Selve Berthe est restée figée sur place, perdue dans ses pensées, une atmosphère de souffrance et de tristesse l'enveloppant. Marie l'a croisé par hasard et a été profondément touchée. Elle s'est approchée de lui pour lui offrir un verre de jus de fruits, sans question, sans moquerie, juste un réconfort silencieux. C'était leur premier échange sincère et égal. Au-delà des frontières nationales et des haines de guerre, ils ont parlé du football, des petites choses du quotidien, de la danse et de leurs petits espoirs pour l'avenir. À ce moment-là, les oppositions entre nations et les haines raciales semblaient disparaître temporairement, ne laissant que deux personnes ordinaires se parlant avec authenticité. Le long fossé entre eux a commencé à se combler, une tendresse naissante est apparue. Mais des obstacles liés aux conventions sociales se sont accumulés. Bill, le petit ami de Marie, a remarqué l'évolution de leur relation. Il est aussitôt allé trouver Berthe pour le menacer, lui ordonnant de s'éloigner de Marie et de ne pas perturber sa vie, ravivant une nouvelle fois les tensions. Des sentiments compliqués, des préjugés omniprésents, un fossé de statut infranchissable ont plongé leur relation dans une impasse, jusqu'à un nouveau match crucial contre la relégation qui a tout changé. Sur la bordure du terrain, Marie regardait le match avec les villageois et se mettait à danser légèrement sur la musique du stade. Berthe, concentrée sur sa défense, l'a aperçue du coin de l'œil. Pendant une pause dans les affrontements intenses du match, il a volontairement ralenti ses mouvements, posant un regard tendre sur elle, répondant à sa danse légère par un regard silencieux. Cette complicité unique entre eux a fleuri discrètement dans le stade bruyant, au-delà des haines et des distances. À cet instant, Marie a été totalement touchée par ce prisonnier discret, doux et bienveillant. Toute l'hostilité accumulée pendant des années a disparu de son cœur. L'amour a pris racine. Second acte. L'avis de dissolution des camps de prisonniers arrive. Berthe fait le choix le plus difficile de sa vie. Plus d'un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont lancé le plan de rapatriement général des prisonniers allemands. Tous les camps du pays ont progressivement fermé, les soldats capturés étant renvoyés en Allemagne. À la veille du rapatriement, un événement a profondément blessé Berthe. Un camarade prisonnier avec qui il vivait au quotidien n'avait jamais surmonté les traumatismes de la guerre. Rongé par la culpabilité et l'angoisse psychologique, il s'est pendu pour mettre fin à sa souffrance. La mort de son camarade a confronté Berthe une nouvelle fois à la cruauté de la guerre et a déclenché une vive dispute avec un officier britannique. Après cet échange, il a compris que tous les camps fermeraient bientôt et que tous les prisonniers allemands devraient rentrer en Allemagne sans condition. À ce moment-là, l'équipe n'avait plus qu'un match de clôture contre la relégation. Le résultat de cette rencontre allait largement déterminer sa place en championnat la saison suivante et l'avenir professionnel de tous les joueurs. Quand Marie a appris que Berthe serait rapatrié, elle était pleine de tristesse et de regrets. En revanche, ses amis se réjouissaient du départ de tous les prisonniers allemands, persuadés que tous les Allemands devaient quitter le sol anglais. Ces visions du monde radicalement opposées ont fait prendre conscience à Marie de l'étroitesse d'esprit de certaines personnes autour d'elle. Elle a donc rompu avec ses amis de longue date. Dans un contexte de haine généralisée envers les Allemands, elle a choisi de se ranger du côté de l'humanité et des sentiments véritables.
La plupart des gens pensaient que Baer suivrait le groupe pour rentrer dans son pays et mettre fin à cette expérience étrangère singulière. Mais il a pris une décision qui a surpris tout le monde. Renoncer à sa place de rapatrié pour rester disputer le dernier match de survie contre la relégation. Il a abandonné l'opportunité de rentrer chez lui et de reprendre une vie ordinaire pour rester sur ce sol où l'hostilité régnait, honorant sa promesse envers l'équipe. Son dévouement n'était pas motivé par la gloire ou l'argent. Il ne voulait simplement pas trahir l'entraîneur qui avait tout risqué pour l'accueillir, ni gâcher sa chance unique de jouer au football. L'entraîneur a organisé un dîner pour remercier Baer de son engagement. Au cours du repas, Marie n'a plus caché ses sentiments. Elle a assumé son amour et leur relation est devenue officielle. Le match de clôture contre la relégation a eu lieu comme prévu. Ce match ne décidait pas seulement de la survie du club, des recruteurs de Manchester City étaient également présents pour l'observer. C'était un tournant majeur dans la carrière de Baer. Le match a mal commencé. Les adversaires ont ouvert le score en premier. Le moral de l'équipe a chuté. Elle était dominée sur tout le terrain. À la mi-temps, l'équipe a reçu une nouvelle importante. Si elle revenait à la victoire ce match et que ses joueurs se montraient à la hauteur, ses meilleurs éléments auraient une chance de signer au prestigieux Manchester City pour accéder à un niveau supérieur de football. La perspective de rejoindre un grand club a immédiatement galvanisé toute l'équipe. En seconde mi-temps, tous se sont donnés à fond, accélérant le rythme offensif et défensif, mettant en place un jeu de pression qui a progressivement dominé les adversaires. Baer est resté le pilier le plus solide de la défense. Dans des affrontements intenses, il est resté concentré du début à la fin, réalisant plusieurs arrêts extrêmes sur des tirs inévitables, gardant sa cage sans faute majeure. Par ailleurs, il a multiplié ses fameuses relances à la main puissante, offrant des passes précises pour lancer des contres consécutifs. Grâce à la coordination entre défense et attaque, l'équipe a marqué plusieurs buts pour revenir au score, remportant la victoire à l'envers et validant son maintien en championnat. Toute la maîtrise de Baer dans les cages, sa vision large du jeu et sa valeur tactique unique ont été remarquées par les recruteurs de Manchester City présents. Après le match, le club a proposé officiellement un contrat professionnel à Baer. Ce gardien issu d'un camp de prisonniers a été reconnu par un grand club de première division. Les villageois ont vu les efforts et le dévouement constant de Baer. Ils ont progressivement abandonné leurs préjugés. Le soir du match, tous les habitants du village ont organisé une fête de départ, chantant des chansons folkloriques allemandes pour accueillir doucement ce prisonnier allemand venu de loin. Lors du bal de départ nocturne, Marie et Baer ont dansé enlacés, se libérant des chaînes des frontières nationales et des haines de guerre sous les vœux de tous. Bill, l'ancien petit ami de Marie, n'acceptait pas cette situation. Par une nuit pluvieuse, il a invité Baer à un duel de pénalty pour décider par le football qui mériterait Marie. Baer a accepté le rendez-vous, respectant scrupuleusement l'équité sportive, sans chercher à se surpasser ni à se montrer agressif. Après le duel, il n'a rien exigé, respectant le choix de Marie, démontrant une douceur et une hauteur d'esprit remarquables. Sous la pluie battante, Marie a suivi son cœur et s'est avancée résolument vers Berthe. Après cette épreuve de la tempête, ils ont officialisé leur relation amoureuse, scellant une affection sincère au-delà des frontières, à une époque où les haines de guerre n'étaient pas encore apaisées. Troisième acte, le chemin de la légende s'ouvre, mais une vague de rejet national le plonge dans la période la plus sombre de sa vie. En 1949, Bert Trautmann signe officiellement à Manchester City, passant du statut de joueur semi-professionnel prisonnier à celui de gardien professionnel de première division. La même année, il épouse Marie, fonde une famille et s'installe définitivement en Angleterre. Personne n'aurait pu prévoir que ce contrat professionnel et cette vie conjugale stable déclencheraient une vague médiatique nationale qui a exposé Bert aux insultes de tout le pays. Les médias britanniques ont creusé son passé, révélant son statut ancien de parachutiste allemand, son service militaire pendant la guerre et sa croix de fer. 4 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les séquelles de la guerre n'étaient pas cicatrisées dans le cœur des Britanniques, et la souffrance du peuple juif restait gravée dans les mémoires.
Après cette révélation, une grande vague de boycott a éclaté dans toute l'Angleterre. Des dizaines de milliers de supporters juifs ont manifesté dans les rues, boycottant tous les matchs de Manchester City, affirmant qu'il était inadmissible de voir un ancien soldat nazi évoluer sur les terrains anglais, que c'était une offense aux victimes de la guerre et un mépris des blessures de l'histoire. La pression médiatique s'est accumulée. Les insultes et les reproches ont envahi la vie sportive et quotidienne de Berthe. Son premier match de championnat sous le maillot de Manchester City contre Arsenal est probablement le plus dur de sa carrière. Pendant tout le match, les huées, les moqueries et les réprimandes de dizaines de milliers de supporters n'ont pas cessé. Cette hostilité omniprésente, les préjugés enracinés et le lourd fardeau de l'histoire ont perturbé l'état d'esprit de Berthe. Sur le terrain, il était déconcentré, ses gestes imprécis, son anticipation erronée à plusieurs reprises, la défense a fini par présenter des failles et l'équipe a perdu le match de justesse. Après la rencontre, des supporters en colère ont encerclé le bus de l'équipe, tapant sur la carrosserie et jetant des objets, déversant sur Berthe toute la haine accumulée depuis des années et leurs préjugés anciens. La vague médiatique a contraint la direction du club à organiser une réunion d'urgence. De nombreux dirigeants ont proposé de licencier Berthe immédiatement pour calmer la colère populaire et rétablir la réputation du club. À ce moment critique pour la survie du club, Marie, sa femme, est intervenue. Elle se tenait fermement aux côtés de son mari, réfutant clairement tous les préjugés, expliquant à tous que les soldats ordinaires étaient aussi des victimes de la guerre et qu'on ne pouvait pas imputer les crimes du fascisme à chaque soldat allemand indistinctement. Parallèlement, l'entraîneur de Manchester City a pris publiquement la défense de Berthe, affirmant que le football devait se séparer de la politique et des haines, que le club jugeait un joueur uniquement sur ses performances sur le terrain et n'abandonnerait pas ce gardien de haut niveau à cause de son passé. Grâce au soutien de sa famille et de son entraîneur, Berthe n'a pas été brisé par les critiques généralisées. Il a choisi de faire face à tous les reproches en silence, transformant toute la pression extérieure en motivation sur le terrain. Chaque match par la suite, il se donne à 100%, répondant à tous les doutes par des arrêts stables et des résultats brillants. Le nombre de matchs sans encaisser de but a augmenté progressivement. Ses performances dans les rencontres décisives se sont améliorées. Il a aidé Manchester City à remporter de nombreux matchs difficiles, et le classement du club en championnat a grimpé. Le temps a progressivement atténué l'extrémisme du public. Le grand rabbin de Manchester a publié un texte pour réhabiliter Berthe, distinguant clairement les auteurs des violences fascistes et les soldats ordinaires mobilisés, expliquant qu'on ne devait pas faire porter tout le fardeau de la guerre aux militaires simples, qui n'ont pas à payer pour les erreurs d'une époque et d'un système. Cette voix autorisée à apaiser les sentiments extrêmes au niveau national, les mentalités du public se sont progressivement adoucies. De plus en plus de supporters ont vu la bonté, la résilience et le professionnalisme de Berthe, abandonnant leurs préjugés pour accepter sincèrement ce gardien allemand. L'opinion publique a complètement changé de camp. Bernd Trautmann est devenu le gardien titulaire indiscutable de Manchester City, entamant sa légendaire carrière sur la pelouse. Quatrième acte, la finale de la Coupe d'Angleterre de 1956, entrée dans l'histoire, un match qui fait de lui une légende. La Coupe d'Angleterre est la plus ancienne compétition de football national, avec une portée médiatique immense. Sa finale est diffusée sur toutes les chaînes, suivie par des millions de personnes. C'est le temple de l'honneur rêvé par tout joueur anglais. Pour cette finale de 1956, 100 000 spectateurs ont rempli le stade de Wembley, et tous les supporters anglais se tenaient devant leurs écrans pour suivre la confrontation sportive majeure de l'année. Avant chaque match, Berthe avait un rituel personnel. À chaque fois qu'il pénétrait sur la pelouse, il touchait légèrement les deux poteaux du but pour calmer son esprit et renforcer sa détermination. Ce petit geste simple est progressivement devenu son symbole emblématique tout au long de sa carrière. Au début de la première mi-temps de la finale, les coéquipiers de Manchester City ont eu des fluctuations de forme, commettant de nombreuses erreurs. La défense a présenté des failles répétées, offrant de nombreuses occasions de but aux adversaires. L'équipe a été dominée pendant longtemps.
Pendant toute la première mi-temps, Bert a été le seul pilier de la défense de Manchester City. Les adversaires ont multiplié les assauts, attaquant sans relâche la surface de réparation. Tirs rapprochés, tête au premier poteau, centre de l'aile pour des reprises de volée, toutes les tactiques offensives ont été utilisées. Bert était tendu à l'extrême, ajustant sans cesse son positionnement, se jetant pour bloquer les tirs et réalisant des arrêts rapides, repoussant à plusieurs reprises des tirs mortels pour maintenir le score nul. Lorsque la situation s'est légèrement stabilisée, Manchester City a retrouvé progressivement son rythme de jeu, a saisi une faille dans la défense adverse pour ouvrir le score et prendre l'avantage. Malheureusement, les adversaires ont rapidement lancé une contre-attaque pour égaliser, les deux équipes revenant à égalité. En seconde mi-temps, le rythme offensif et défensif s'est encore accéléré. Tous les joueurs de Manchester City ont ajusté leur jeu, se déployant aussi bien en attaque qu'en défense, marquant 2 buts consécutifs pour porter le score à 3-1, prenant une avance de 2 buts. La victoire semblait à portée de main, quand un accident violent est survenu sur le terrain. Un joueur adverse a foncé à vive allure pour disputer un ballon aérien. Il a percuté violemment la tête et le cou de Bert, tout son poids écrasant ses vertèbres cervicales. Une douleur intense a submergé tout son corps. Bert est tombé sur le champ, la tête lui tournait, son cou raide, sa pommette lui envoyant des élancements constants. Les examens médicaux ultérieurs ont confirmé que ce choc avait provoqué la luxation de 2 vertèbres, une fracture de la pommette et des lésions sur plusieurs vertèbres, une blessure grave. À l'époque, les règles du football étaient incomplètes. Il n'existait pas de système de remplacement des joueurs. Si Bert était sorti du terrain pour se soigner, Manchester City aurait dû jouer à 10. L'avance de 2 buts aurait probablement été rapidement comblée par les adversaires et tous les efforts de l'équipe pendant tout le match auraient été vains. Dans la douleur intense, Bert connaissait les règles du match et les conséquences de son départ. Il a surmonté la souffrance qui lui parcourait tout le corps, repoussant les mains de ses coéquipiers qui voulaient l'aider, se levant lentement en serrant les dents pour reprendre sa place sur la ligne de but. À ce moment-là, les 100 000 spectateurs du stade se sont tus sur le champ. Tous ont vu sa résilience face à la blessure. L'atmosphère du stade est passée de la tension du match à une stupéfaction sans nom. Pendant les 20 minutes restantes, Bert ne pouvait pas tourner son cou normalement. Ses mouvements de tête étaient limités. Chaque effort de son corps lui causait une douleur lancinante. Mais grâce à une volonté surhumaine et à son instinct de jeu, il a continué à garder sa cage sans faute. Les adversaires ne voulaient pas abandonner le match. Ils ont mobilisé toute l'équipe pour contre-attaquer, produisant de nombreuses attaques de qualité, se créant plusieurs occasions de face-à-face et des tirs puissants rapprochés dans la surface de réparation. Face à ces assauts répétés, Bert, grâce à son anticipation précise et aux derniers réflexes de son corps, a réalisé 3 arrêts d'anthologie consécutifs. Chaque plongeon pour arrêter un tir repoussait les limites physiques de son corps. Chaque minute de résistance était un combat entre sa volonté et la douleur. Avec un corps meurtri, il a verrouillé totalement la cage de Manchester City, anéantissant tout espoir de retour des adversaires. Au coup de sifflet final, le score de 3-1 est figé. Manchester City remporte la Coupe d'Angleterre 1956. À l'instant de la victoire, le corps de Bert, tendu depuis longtemps, a perdu toute force. Il est lourdement tombé sur la pelouse, incapable de se relever. Les secouristes du stade sont aussitôt entrés sur le terrain pour le soigner. Ils ont immédiatement diagnostiqué de multiples lésions graves et l'ont conduit d'urgence à l'hôpital. Cette victoire obtenue avec une blessure grave a fait de Bert Trotman une légende reconnue par tout le peuple anglais. Grâce à cette performance sportive extrême, il a été élu footballeur de l'Angleterre de l'année, probablement le premier gardien de but de l'histoire du football à recevoir cette distinction, établissant un record sans précédent. 5e acte. Après le sommet, le destin lui inflige des coups successifs. Il trouve une paix plus profonde en lui dans la souffrance, se libérant des ténèbres qui l'ont enveloppé longtemps. Après son match de légende en finale de la Coupe d'Angleterre, Bert a été hospitalisé longtemps pour soigner ses graves blessures. Sa carrière a failli s'arrêter net.
De nombreux supporters ont été consternés. Beaucoup pensaient que son apogée était terminé. Les coups du destin se sont enchaînés. Une tragédie personnelle encore plus lourde l'a frappé brutalement. Pendant son hospitalisation, son jeune fils a été victime d'un accident de voiture et est décédé. La perte d'un enfant est une épreuve extrême difficile à supporter pour quiconque. La mort soudaine de ce garçon gentil et sage a brisé les défenses psychologiques de Berthe. Les traumatismes de guerre accumulés pendant des années, le fardeau de son statut de soldat allemand, les graves blessures sportives et la mort soudaine de son fils se sont superposés, le plongeant dans le désespoir. Il a même envisagé de mettre fin à sa carrière et d'abandonner définitivement le football qu'il aimait. Pendant sa période de retrait sur lui-même, un secret enfoui en lui depuis des années a refait surface. Pendant son service pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait vu des SS assassiner cruellement un enfant innocent, sans pouvoir intervenir, impuissant face à ce drame. Cet événement est devenu un fardeau psychologique qui l'a suivi pendant des années. Il n'en avait jamais parlé à personne. Après la mort de son fils, il s'est plongé dans l'autocritique, se persuadant que la mort de l'enfant était le châtiment de ses fautes passées, une punition que le destin lui infligeait. Une culpabilité écrasante, le doute permanent sur lui-même et une tristesse sans fin ont plongé Berthe dans une obscurité sans issue. Il est devenu taciturne, se coupant du monde, rongé par une intense rumination psychologique. Marie, sa femme, est toujours restée à ses côtés, le consolant patiemment et l'attendant avec douceur, sans jamais le quitter. Elle lui a répété à maintes reprises que les erreurs engendrées par une époque et les crimes de la guerre ne devaient pas être portés seuls par des personnes ordinaires. Avoir vu des atrocités sans pouvoir intervenir n'était pas sa faute. Il n'avait pas à se punir perpétuellement pour les ténèbres de l'histoire. Des jours et des nuits de compagnie et de consolation ont progressivement fait fondre la glace qui enserrait le cœur de Berthe depuis des années. Il a progressivement compris que se torturer sans cesse et rester prisonnier du passé ne pouvait pas changer l'histoire, ni ramener les êtres disparus. La vraie rédemption n'est pas de se punir soi-même en restant figé sur le passé, mais de lâcher les chaînes de son cœur, d'accepter le présent et de vivre pleinement les années qui lui restent. Après avoir totalement libéré son esprit de ce fardeau psychologique, Berthe a sorti la tête des ténèbres qui l'avaient enveloppé longtemps et repris le chemin des terrains de football. À ce moment-là, il ne jouait plus seulement pour expier ses fautes et compenser son passé, mais avant tout par une passion pure pour ce sport, pour briser les chaînes du destin et accomplir sa propre valeur. Libéré de ses tourments psychologiques, Berthe a retrouvé son niveau sur le terrain, conservant la maîtrise d'un gardien de haut niveau, continuant de garder la cage de Manchester City et de poursuivre sa carrière de légende. Épilogue. Une légende à vie couronnée, la haine de 2 générations dépassées, une rédemption complète et accomplie. Sur l'ensemble de sa carrière, Berthe Trotman a disputé 545 matchs officiels pour Manchester City, restant au plus haut niveau de performance pendant des décennies, comptant parmi les plus grands gardiens de l'histoire du club. En 1964, Berthe a officiellement annoncé sa retraite, mettant fin à une carrière de joueur brillante. Après sa retraite, il est resté dans le monde du football, voyageant dans de nombreux pays pour développer la formation sportive locale, aidant la Birmanie, la Tanzanie, le Libéria et d'autres nations à mettre en place des systèmes de formation de jeunes joueurs, contribuant au développement du football mondial. En 1988, il a cessé toute activité professionnelle pour prendre une retraite complète. Pour honorer les contributions exceptionnelles de Berthe sur le long terme, le club de Manchester City lui a dédié une statue extérieure, installée de manière permanente à l'extérieur du stade, afin que les supporters des générations futures se souviennent de ce gardien légendaire. Le trophée du meilleur gardien de l'équipe chaque année porte également le nom de Berthe Trotman, transmettant d'une génération à l'autre son esprit sportif de résilience et de tolérance. Ces honneurs ne se sont pas arrêtés là. En 2004, la reine d'Angleterre a personnellement remis à Berthe l'ordre de l'Empire britannique pour récompenser son apport exceptionnel au football anglais, aux échanges populaires entre l'Allemagne et l'Angleterre et à la promotion de la tolérance sociale.
Ainsi, Bert Trotman a vécu une expérience unique dans l'histoire du football mondial. Il est probablement l'unique personne à avoir possédé à la fois la Croix de fer allemande et l'Ordre de l'Empire britannique. Une médaille gravée des années cruelles de la guerre, l'autre témoin d'un chemin de réconciliation et de rédemption dans la paix. Si l'on revient sur la vie de Bert, elle est pleine de hauts et de bas, imprégnée de légendes. La guerre a semé des haines sans fin. Les préjugés ont marqué la première moitié de son existence. Mais la tolérance, la persévérance et la réconciliation avec soi-même ont fini par effacer toutes les distances et les ténèbres. Sa vie ne peut pas être simplement classée comme une histoire d'ascension sportive. D'anciens prisonniers nazis à idole de tout le peuple anglais, d'Allemands insultés par tous à figure sociale décorée par la famille royale, il a prouvé pendant toute sa vie que le football peut franchir les frontières, effacer les haines et soigner les traumatismes d'une époque. Remporter un championnat sur le terrain n'est que la victoire superficielle de sa vie. Sa vraie victoire ultime est d'avoir accepté sereinement son passé imparfait, de s'être libéré des chaînes que l'époque lui avait imposées, de conserver sa bonté de cœur dans une vague de haine nationale et de préserver sa passion pour le football à travers une succession d'épreuves. La vie vraie de Bert Trotman entrelace trois thèmes éternels: la guerre, le football et la rédemption humaine. Elle apprend aussi à chacun que notre passé ne nous définit pas toute notre vie. Se réconcilier avec soi-même et se perfectionner toute sa vie est le chemin de la rédemption qui nous accompagne jusqu'au bout. Voilà la fin de ce documentaire sur cette figure. Si cette histoire de football oublié vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo. Nous nous retrouverons au prochain épisode pour parler d'autres légendes.